Salutations tête de naze et bienvenue dans cette nouvelle version longue des One Pieceology. Il va s'agir aujourd'hui de la compilation des épisodes qui concernent la partie Skypiea. On va parler de 3 arcs. Voilà, je sais que vous appréciez le format long, alors régalez-vous. N'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et la suite des épisodes arrivera incessamment sous peu. Que la passion vous guide. Bon visionnage, bonne écoute, et à très bientôt. Oui. C'est l'instant passion. Hop là! Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière, c'est lui, Goldorak, le plus grand héros de tous les temps, et de retour très prochainement dans une nouvelle série animée, Goldorak You, dont le trailer est d'ores et déjà sorti. Le monstre sacré de la Japanimation en France depuis les années 70 fait son grand retour avec un casting, un staff 5 étoiles. Tout d'abord, l'auteur du manga original, Go Nagai, sera aux commandes pour superviser le projet. Go Nagai, c'est ni plus ni moins que quasiment l'inventeur du genre mecha. Entre autres choses, oui. Au scénario, on a aussi un habitué du mecha avec Ichiro Okuchi, le gars travaillé sur Code Geass, et aussi sur la dernière série Gundam. Rien que ça. Au chara design, nous avons Yoshiyuki Sadamoto, Summer Wars, Evangelion, voilà. Et à la réalisation, nous avons le créateur de Gundam Seed, Mitsuo Fukuda. Sur le papier, ça sent le banger, j'ai très hâte d'en savoir plus. En attendant, je vous laisse le trailer dans la description, que la passion vous guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceology, notre petite série consacrée à ma relecture, ma redécouverte des arcs de One Piece. Et aujourd'hui, pour ce 12e épisode, on s'attaque logiquement au 12e arc de One Piece, qui est aussi le premier arc de la saga Skypiea, qui s'étend du chapitre 218 au chapitre 236, si ma mémoire est bonne. Je parle bien évidemment de l'arc Jaya. Je dirais même plus l'arc Jaya Nakamura. Parce que cette blague vient de me traverser l'esprit, donc je t'en fais profiter. Rigole. Alors oui, certains d'entre vous me diront sans doute, non mais chef, vu qu'il est trop court cet arc de Jaya, t'aurais carrément pu l'introduire, en parler en même temps que t'aurais parlé de l'arc de Skypiea. Voilà. Bon, j'ai envie de te dire oui, mais j'ai envie de te dire non. Non, déjà parce que d'une part, je suis la classification des arcs de One Piece officiels, et l'arc Jaya, c'est un arc à part entière, je suis désolé. Et en plus, c'est bien aussi de faire les petits arcs, parce que déjà ça fait plus de vidéos, donc plus de passion, et pour peu que j'arrive à caler une petite sponsor qui fait plaisir juste avant la vidéo, bon bah voilà, on se met bien. Donc ça fait plaisir. Voilà. Ouais, je sais, je suis trop honnête, faudrait que j'arrête. Ça me dessert ce discours, mais ça me fait rire, oui. Et ensuite, parce que je pense très sincèrement que l'arc Jaya est certes en partie une introduction aux éléments de Skypiea, mais ça reste néanmoins un arc à part entière. On va développer ça dans cette vidéo, mais avant, comme d'habitude, c'est le moment du petit résumé copier-coller sur internet. Parce qu'on a autre chose à foutre que de faire des résumés, oui. Suite aux péripéties mouvementées d'Alabasta, l'équipage de Luffy reprend la mer et arrive sur l'île de Jaya, un lieu de non-droit où les pirates n'ont rien à craindre de la marine. Ils y feront plusieurs rencontres, Barbe Noire, Bellamy la Hyène, un pirate violent qui les prendra à partie, l'homme singe Masira et surtout Mont Blanc Cricket. Ce dernier leur parlera d'une mystérieuse cité d'or disparue et même d'îles célestes, des îles dans le ciel. Il n'en faut pas plus pour que Luffy décide de s'y rendre, et après un combat expéditif contre Bellamy, tout l'équipage part à la recherche d'un gigantesque geyser, le Knock Upstream, censé pouvoir les envoyer dans le ciel. Pendant ce temps, l'élite du gouvernement mondial se réunit pour désigner un successeur à Crocodile au sein des capitaines corsaires. Alors, comme j'étais en train de le dire avant de te faire ce résumé magnifique, il est vrai que certains diront sans doute que j'aurais pu aborder l'arc Jaya dans l'ensemble de Skypiea, parce que finalement, et par bien des aspects, l'arc Jaya n'est qu'une introduction aux événements de Skypiea. Et c'est même une introduction aux thématiques qui seront développées un peu plus tard dans Skypiea. Ceci étant dit, je pense quand même qu'il s'agit là d'un arc à part entière, qui bien
que, comme je viens de te le dire, beaucoup des thèmes qui sont brassés dans ce petit arc vont être développés plus tard dans Skypiea, aborde quand même un propos qui lui est propre, un propos qui lui est particulier. Je pense que cet arc mérite qu'on s'y attarde comme on s'est attardé sur n'importe quel autre arc jusqu'à présent en fait. Voilà, au-delà de la vanne, ça fait plus de vidéos, je pense vraiment qu'il y a des trucs intéressants à voir dans cet arc de Jaya. Oui, et d'ailleurs ces trucs intéressants, je vais les développer au cours de cette vidéo. Mais bien sûr, on commence tout de suite, oui. Déjà, j'aime le fait qu'on renoue avec un aspect de One Piece que j'apprécie beaucoup et que j'avais déjà évoqué précédemment, l'aspect fable, l'aspect conte de One Piece, un aspect un petit peu délaissé durant Alabasta, qui était un arc aux enjeux beaucoup plus politiques, beaucoup plus terre-à-terre. Ici, nous sommes en plein dans le mythe, la légende, le conte, le rêve, avec d'une part la légende de l'île Céleste et d'autre part le conte de Norland le menteur, et de sa montagne d'or que personne n'a jamais vue à part lui, et sa réputation de menteur qui poursuit sa descendance 4 siècles plus tard. Cette notion de mythe, de légende, de conte est étroitement liée à la notion d'héritage qu'on abordera dans la partie Skypiea. Même si c'est un petit peu abordé ici avec le personnage de Montblanc Cricket, qui est le lointain héritier de Norland, le menteur de Norblue, d'Ace-Blue, je sais plus. Et par contre, j'ai l'impression que cette notion de légende, de mythe, de conte, dans cette partie-là, dans Jaya, est plus liée à la notion de rêve. Et encore, quand on parle de rêve, est-ce que c'est vraiment le terme approprié? Alors en fait, je n'en trouverais pas de meilleur que le terme rêve, mais ça veut pas dire le rêve dans le sens je suis qu'un grand rêveur qui a une image du monde fantasmé. On n'est pas dans ce délire-là. Dans One Piece, le rêve, être un rêveur, ça a plus une notion d'être de liberté spirituelle. C'est-à-dire qu'on refuse de poser des limites au possible. On refuse de se poser des limites à ce qu'on est capable d'accomplir ou de ce qu'on va découvrir dans le monde. Il est tout à fait possible que l'île Céleste n'existe pas, tout comme il est tout à fait probable que Norland le menteur ne soit finalement qu'un énorme mytho et que sa cité d'or n'ait jamais existé. Quoi qu'il en soit, Luffy et Montblanc Cricket vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour tenter de découvrir la vérité, de percer le mystère. Et ce n'est pas parce que certaines personnes qui ne croient en rien, qui s'interdisent de rêver, qui mettent des limites aux possibilités du monde qui s'ouvrent devant eux, leur disent que ça n'existe pas et que ça sert à rien, qu'ils vont s'arrêter pour autant. D'autant plus que Luffy et Montblanc Cricket ont des raisons tangibles de croire en ce qu'ils croient. Montblanc a trouvé un gros oiseau du sud, je crois que ça s'appelle comme ça, un perroquet du sud, ou un oiseau du sud en or dans les eaux de Jaya, tandis que Luffy a découvert la carte de Skypiea dans une épave. Donc ils ont des bonnes raisons de croire ce qu'ils croient. Le côté rêve va être mis en corrélation avec un autre aspect que je trouve intéressant dans cet arc, Mock Town, l'espèce de station balnéaire pour pirates, qui est pour nous l'occasion de découvrir un peu plus le monde de la piraterie. Alors oui, nous avions déjà croisé d'autres pirates, mais nous ne les avions jamais vus dans un contexte purement piratesque. Ouais, j'invente des mots. C'est quoi le quotidien du pirate moyen dans le monde de One Piece? Comment s'organise le monde de la piraterie en dehors de sa lutte ou de sa fuite contre la marine? Nous avons un début de réponse à Mocktown, et en gros les pirates, c'est des gros cassos. Ce qui nous amène à la rencontre avec l'équipage de Bellamy. Rencontre pour le moins explosive. Bellamy et son pote défoncent la tronche de Zoro et Luffy qui ne daignent même pas se défendre. Cette scène est vraiment super bien pensée. Nous avons l'opposition entre deux visions de la piraterie. Alors c'est toujours la même opposition que dans les arcs précédents, mais montrée d'une manière bien différente, et je dirais même plus subtile qu'à l'accoutumée. On oppose le pirate rêveur, le pirate libre, idéaliste, au pirate terre-à-terre, avide, prétentieux. Bref, c'est le pirate médiocre qui ne croit en rien si ce n'est au profit. Bon, tu auras bien compris que le premier, il s'agit de Luffy, et que pour le second, on parle de Bellamy, bien entendu. Oui. Bellamy méprise Luffy et cherche à l'humilier pour ses croyances, mais en réalité, celui qui devrait être le plus humilié, c'est bien Bellamy. Luffy lui inflige le mépris ultime. Tu ne mérites même pas que je te cogne dessus, tu n'es clairement pas digne d'intérêt, tu ne crois en rien, tu n'es rien, je ne vais pas m'avilir en te tapant dessus, tu me fais pitié. C'est d'ailleurs Barbe Noire qui donnera les clés de cette scène à Nami juste après. Il y a des batailles que l'on ne gagne pas avec les poings. Péter la gueule de Bellamy ne prouvera pas que Luffy a raison de croire en ce qu'il croit. En revanche, aller sur l'île Céleste et en revenir, ça va fermer des bouches. Bellamy a une vision dévoyée de la piraterie. La piraterie dans One Piece, c'est quoi? Avant tout, c'est la liberté absolue, et dans la liberté absolue, il y a évidemment la liberté de rêver.
À quoi bon être un pirate si tu n'es pas capable de t'émerveiller, si tu n'es pas capable de repousser les limites du possible, si tu n'es pas capable de rêver? Ça sert à quoi d'être un pirate dans ce cas? Alors oui, tu peux toujours rejoindre un équipage, monter sur un bateau et te prendre pour un pirate avec ta petite épée, mais avec un esprit aussi étriqué, avec cette absence d'idéal, cette absence de rêve, cette absence de soif de véritable liberté, finalement tu ne feras que jouer au pirate, tu ne seras jamais un grand pirate comme ça. Et Bellamy, il se prend pour un crack à Mocktown, il croit que c'est un grand pirate, mais en réalité, il a rien compris, il a rien bité au tableau. En réalité, c'est qu'un médiocre qui ne croit en rien, qui n'a aucun idéal. Donc ça va probablement rester une merde toute sa vie, ce mec-là. Oui. Luffy finira quand même par foutre une branlée à Bellamy parce qu'il a essayé de voler et de détruire le rêve de Mont-Blanc. Et pour ce genre de méfait, la patate est la seule voie possible. Oui, d'ailleurs, combat absolument badass par ailleurs. Bon, j'appelle ça un combat, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un combat? En vrai, l'autre, il s'est juste fait rosser, hein. Il a voulu faire le choix avec Luffy lui met une grosse patate et c'était terminé. Je pense qu'il s'est pris une correction. C'est ça qu'on va dire. C'est pas un combat en fait. Un combat, c'est quand les deux donnent des coups. Là, non, là, il s'est fait défoncer, là. Alors oui, j'imagine que pas mal de gens verront un parallèle entre la scène où Luffy et Zoro se font taper par l'équipage de Bellamy sans réagir, et la scène où Shanks se fait emmerder par les brigands dans Romance Down, c'est-à-dire dans le tout premier chapitre de One Piece. Et j'ai envie de dire, c'est pas faux comme analyse, oui. Quand le chef des brigands tente d'embrouiller Shanks, c'est que Shanks reste de marbre. Du coup, les brigands se prennent pour des chauds avant de dépasser les bornes et de se faire enculux par l'équipage de Shanks. Donc oui, vous aurez raison de faire le parallèle entre ces deux scènes. Cependant, c'est la scène qui se déroule à Mocktown qui nous donne les clés de compréhension de la scène qu'on a vue au début du manga avec Shanks le Roux. Il faut faire le parallèle dans ce sens-là. Voilà, c'était pas un hommage ou un clin d'œil, c'est que la scène qu'on voit à Mocktown nous permet de comprendre en fait ce qui était en jeu à l'époque de Shanks le Roux. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Là, si on peut parler de foreshadowing, là oui, là je dis putain, là c'est intelligent, là c'est subtil, là c'est pertinent. Bah, c'est pas juste un numéro calé sur le cul de Nami ou un truc comme ça, c'est un vrai truc. Là ça marche, oui. Bon, et il faut qu'on reparle un peu de la première apparition de Barbe Noire, qui apparaît direct comme une espèce d'anti-Luffy. La scène du bar où Teach trouve la tarte excellente et Luffy la trouve dégueu, et inversement pour la bière. Puis le petit discours de Teach après l'embrouille avec Bellamy. Selon moi, Oda nous indique discrètement que les deux personnages vont être en totale opposition. Alors certes, ils vont partager le même rêve, mais vont avoir des convictions différentes. Et pour moi, bon là, ce que je te dis, c'est un peu de la triche, que je connais un petit peu la suite de One Piece quand même. Il est évident à partir de là que Teach est en réalité le véritable rival de Luffy dans la quête pour le One Piece, dans la quête pour devenir le roi des pirates. Et ça, nous l'avons déjà vu il y a fort longtemps sur cette chaîne, un véritable rival et un bon rival doit avoir les mêmes ambitions que le héros, mais cependant, il doit avoir un point de vue opposé. Ce qui est complètement le cas avec Marshall D. Teach et Monkey D. Luffy. Oui, c'est ce qui est illustré de manière assez subtile dans cet arc. Oui. Et on va rester dans les premières apparitions avec le Conseil des 5 Kage, pardon, je voulais dire le Conseil des 5 Doyens à Marijois, qui nous met enfin de véritables visages sur le gouvernement mondial, le commandement de la marine ainsi que sur une bonne partie des 7 grands corsaires. Scène importante qui, en plus de nous introduire tout un pan de l'univers One Piece, nous montre à quel point la renommée de Luffy et de son équipage grandit et à quel point il commence à être une épine dans le pied de son ennemi naturel, le gouvernement mondial. Dans le même registre, nous avons la première apparition de Barbe Blanche, aka la légende, qui nous dévoile encore une figure incontournable de la mythologie One Piece. Cette apparition nous indique selon moi que certes, Luffy commence un petit peu à se rapprocher de son but et à gravir les échelons, mais calmos, il est encore loin, il a encore pas mal de chemin à faire quand même. Oui. C'est aussi ce que vient montrer en partie la réapparition de ce bon vieux Shanks le Roux. En mode, on le rattrape, mais doucement, il y a encore de la route. D'ailleurs, je m'éloigne un peu de l'arc pour parler de leur rencontre dans quelques chapitres après le 236. Mais ils vont se rencontrer pour parler de Teach. Là encore, on va avoir un parallèle intéressant qui va marquer l'opposition entre Luffy et Teach.
Shanks dira qu'il a donné son bras pour faire un pari sur l'avenir, un pari sur Luffy. En revanche, il semble considérer que la cicatrice que lui a infligée Teach comme un traumatisme indépassable. Il a fait un don à Luffy, en plus du chapeau de paille bien sûr, alors qu'on a l'impression que, selon lui, Teach lui a pris quelque chose. Tu rajoutes à ça que Luffy commence à s'imposer comme un ennemi du gouvernement mondial, tandis que Teach est en train de leur faire de la lèche pour prendre une des places des grands corsaires qui a été laissée vacante par Crocodile. Donc on est clairement sur une grosse opposition, et j'aime bien ce que c'est amené avec subtilité, c'est fait de manière intelligente, c'est pertinent, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime ce délire, c'est très bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet arc de Jaya, qui, comme tu peux le voir et comme j'ai essayé de le démontrer dans cette vidéo, est aussi court que dense. Il se place plein de choses, plein de thèmes très intéressants. C'est pas un arc, c'est un arc de transition certes, mais c'est pas un arc qui se contente de faire simplement de l'exposition un peu bête et méchante. Alors il y a beaucoup d'expositions, le dialogue avec Montblanc Cricket et tout, c'est de l'exposition, on est bien d'accord, mais derrière il y a quand même des thématiques qui sont rappelées, hein, il y a un petit rappel des thématiques de One Piece, de la vision de la piraterie de Luffy, c'est-à-dire que c'est la liberté absolue, dont la liberté de rêver, et de pas laisser poser de frontières aux limites du possible, de ce qu'on peut accomplir ou non. Voilà, la persévérance, il y a cette notion de conte, on revient sur cette notion de conte, de mythe, de fable, voilà. Et en plus, on en profite pour élargir la mythologie One Piece et commencer à semer des billes pour ce qui sera l'un des arcs les plus mémorables du manga jusqu'à présent, hein. Je parle bien évidemment des événements de Marineford, mais nous ne sommes pas encore là, nous avons encore un petit peu de chemin à faire avant d'y arriver, mais on va y arriver et je pense que ça va être incroyable. Sur ce, comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un pouce bleu, de balancer un petit commentaire pour le référencement, de t'abonner si c'est pas déjà fait, de partager ça à tous tes amis, parce que One Piece, j'ai failli dire One Piece c'est la vie. Tu vois, j'ai failli le dire, mais je le dis pas encore. Je le dis pas encore parce que, voilà, c'est trop tôt, je pense que le monde n'est pas prêt à l'entendre de ma bouche. Mais j'étais pas loin, sans faire attention. Sur ce, je te dis à bientôt pour un prochain épisode, et que la passion te guide. Ouais. Mais avant de quoi, qu'est-ce que ça parle donc? Eh bien, comme d'habitude, j'ai copié-collé un résumé trouvé sur le net, parce que j'ai autre chose à foutre que d'écrire des résumés, moi. On est là, on fait un taf un peu supérieur à ça, nous, ici. Donc, copie-collage, c'est bon. Oui. Grâce au geyser et à Montblanc Cricket, Luffy et son équipage parviennent sur la mer Blanche et aux îles célestes de Skypiea. Ils y feront la connaissance de deux habitants des lieux, Conis et Pagaia, qui les initieront aux coutumes et objets locaux, comme les dials, sortes de coquillages aux propriétés diverses, ou les weavers, qui permettent de naviguer sur la mer de nuages. Cependant, une altercation avec la milice locale leur fait comprendre que tout n'est pas rose dans ce monde. Les habitants sont en effet gouvernés d'une main de fer par une personne qui se fait appeler Dieu. En plus, ce dernier possède certains pouvoirs surnaturels, comme le mantra. Autre problème, un peuple belliqueux nommé Chandia, dont la terre, Upper Yard, a été volée par les habitants du ciel, dont le leader Wiper rêvant d'ailleurs de la récupérer par la force. Dans ce contexte, Luffy et ses amis décident d'aller affronter ce dieu, qui se nomme en fait Ener, occasionnant de nombreux combats entre tous les protagonistes. Finalement, Luffy parviendra à battre Ener grâce à un avantage certain. Son corps de caoutchouc est totalement insensible à la foudre de son adversaire. Le passage dans ces îles apportera aussi l'explication sur la mystérieuse cité d'or et la légende de Norland, évoquée par Montblanc Cricket dans l'arc Jaya. Bref, en gros, c'est ça l'histoire. Dès le moment où j'ai annoncé la mise en chantier des épisodes de One Pieceology, il y a énormément de gens qui sont venus me voir en me disant « Ouais, j'ai hâte que tu arrives à l'arc Skypiea », parce qu'il se trouve que l'arc Skypiea est un des arcs qui fait le plus polémique, le plus sujet à débat dans One Piece. Alors, il y a ceux qui adorent en disant que c'est un des meilleurs arcs, voire que c'est leur arc préféré, et il y a ceux qui détestent, qui arguent qu'il s'agit là d'un des plus mauvais arcs de tout One Piece. Alors, il est évident qu'en tant qu'influenceur manga de talent, tu es très sensible, très intéressé, tu vois énormément d'intérêt à que je tranche la question pour toi. Donc si ça suscite de l'intérêt, tu balances un pouce bleu. Déjà, ouais, je suis un influenceur, je te rappelle, je viens de te le dire. Faut être attentif. Donc vas-y, mets ton pouce bleu, et je vais te dire ce que moi j'ai pensé de cet arc Skypiea. Alors oui, je vais dire Skypiea, je sais pas si c'est la prononciation officielle, mais je m'en bats les couilles, je dis ce que je veux. Pareil, Ener, je vais pas l'appeler Ener, je vais l'appeler Ener. Parce que j'ai envie. Voilà. Si t'es pas content, mets pouce rouge. M'en bats les couilles, je les vois pas. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc? Eh bien, il se trouve que j'ai plutôt bien aimé. Cependant, je comprends tout à fait
qu'on ne puisse pas aimer cet arc. On va y revenir un peu plus tard. Tout d'abord, je vais m'intéresser aux choses que j'ai particulièrement aimées dans cet arc. Oui. Déjà le plus évident, il s'agit là sûrement d'un des arcs les plus orientés aventure, exploration et émerveillement jusqu'ici dans One Piece. Et je dis bien jusqu'ici, je précise pour les 3 ou 4 gens mongoliens qui ne comprennent pas le français et vont me citer des arcs postérieurs à Skypiea pour me donner la contradiction. Pourquoi je m'énerve? J'en sais rien. Oui. Dans cet arc, l'accent est vraiment mis sur la découverte d'un nouvel environnement qui rompt totalement avec ce qu'on a vu jusqu'ici. La faune, la flore, les ethnies, les coutumes, le mode de vie, tout y est très exotique. Tu me diras sans doute, oui, mais c'est toujours comme ça dans One Piece, à chaque île on découvre un nouveau monde. Oui, mais non. Jusqu'à présent, dans One Piece, on a certes vu des environnements atypiques, mais relativement réalistes. Attention, avec d'énormes guillemets, parce que j'ai pas trouvé d'autre mot que réaliste. Alors on a eu quoi jusqu'ici, en vrai? On a eu un royaume sous la neige, un royaume de sable et une île préhistorique. Alors que là, cette fois-ci, à Skypiea, on est presque sur un monde extraterrestre. Avec des gros guillemets encore une fois. Oui. Nous sommes sur une autre mer, une mer faite de nuages. Les règles de Grand Line ne s'appliquent plus et cet endroit est peuplé par des humains ailés qui ne volent pas et qui ont des antennes. Il y a aussi des hommes chèvres et ils ont même leur propre façon de s'exprimer. Les mecs se saluent en disant nombril. C'est quand même très bizarre. C'est même pas marrant, c'est juste complètement débile. Là, j'ai pas compris, j'ai bugué quand j'ai lu le truc, fait d'accord, ok. Il y a des drôles de délire, Oda, des fois quand même. On passe aussi énormément de temps à explorer l'histoire de Skypiea, notamment le conflit qui les oppose aux Shandia pour le contrôle de la Verse, cette terre sacrée issue de la mer Bleue. Cet arc a très clairement un côté dépaysement plus prononcé que ceux qu'on a vus avant. Ensuite, comme pour Alabasta, Oda semble vouloir aborder une thématique assez politique. Alors attention encore une fois pour les 3 teubés du fond, quand je parle de politique, je parle pas de gauche, droite, Zemmour, machin, on s'en bat les couilles, c'est pas de ça que je te parle de politique au sens large, comme d'habitude évidemment. Oui. Alors ici, Oda semble vouloir aborder un pouvoir théocratique totalitaire. Ouais, mais moi je te sors des mots, des fois je suis même pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Alors une théocratie, ce serait un pouvoir qui est directement incarné par Dieu ou par un représentant de Dieu. Dans la définition moderne, si j'ai bien compris les bails. Oui. Bon, si j'ai bien compris, à la base sur Skypiea, on appelle Dieu simplement le roi en exercice. Alors est-ce qu'il est élu ou est-ce que c'est un titre héréditaire? Ça, on n'en sait rien. Le fait est que quand Ener a débarqué pour prendre le pouvoir, il a pris le titre au pied de la lettre. Il est Dieu au sens religieux théologique du terme, et il applique sa loi divine avec sévérité. Il use de son mantra, une espèce de préquel au Haki, et de ses pouvoirs électriques pour localiser les habitants de Skypiea et entendre leurs conversations. Et s'il y a un truc qui ne lui plaît pas, il grille le vilain pêcheur sur place avec un fatal foudre. Ener est tout puissant et en plus semble omniscient aux yeux des habitants de Skypiea. C'est bel et bien un dieu. Alors là, on va faire un petit aparté sur Ener, parce que c'est quand même un des trucs les plus cool de cet arc. J'aime beaucoup le personnage d'Ener, et oui, je l'appelle Ener. Voilà, alors, je trouve que c'est un des méchants les plus stylés de tout One Piece. Et pourtant, il y en a des méchants stylés dans One Piece, je veux dire qu'il y a énormément de personnages stylés dans One Piece. Mais je vais devoir t'expliquer pourquoi j'ai une affection toute particulière pour le personnage d'Ener. Oui. Ener, c'est un méchant que je qualifierais de Dragon Ballesque. C'est un peu un genre de Freezer, c'est-à-dire que c'est un méchant qui n'est que méchant. Il incarne un mal absolu qu'il faut abattre. Il fait des dingueries en se marrant, il est surpuissant et tout le monde chie dans son froc quand il débarque. Alors oui, ce genre de personnages ne sont pas les plus intéressants en termes de développement de personnages, mais bordel, quand c'est bien fait, ils sont absolument jouissifs à suivre, et en général ça donne des gigabastons d'anthologie avec le héros. Bref, j'aime beaucoup Ener, quoi. Ouais. Revenons-en au sujet. Nous avons déjà eu des exemples de pouvoirs totalitaires dans One Piece, mais il me semble que c'est la première fois qu'on voit un pouvoir totalitaire exercer son emprise aussi loin. Par exemple, au royaume de Drum, Wapol était un putain de tyran, mais la population était quand même plutôt récalcitrante. Soumise, mais elle n'était pas joisse et n'hésitait pas à exprimer son rejet du pouvoir.
Le peuple de Drum faisait preuve d'une grande résilience et d'une grande solidarité. Sur Skypiea, c'est un autre délire. Le peuple est tellement terrorisé par le pouvoir d'Ener qu'il semble s'auto-convaincre de vivre dans une utopie protégée par Dieu. Et non seulement ils se soumettent volontiers, mais en plus ils ne font preuve d'aucune solidarité avec les éléments dissidents qui s'élèveraient un tant soit peu contre ce pouvoir tyrannique. Ils vont même jusqu'à s'empêcher d'exprimer, même dans l'intimité, la moindre réserve ou critique à l'égard du pouvoir en place, par peur d'être entendu et puni directement par Ener, et aussi par peur d'être dénoncé par les autres habitants, puis exclu du groupe, puis repuni par Ener. Et en plus, le pouvoir en place instrumentalise un conflit avec une ethnie marginalisée, les Chandia, pour donner l'illusion d'être absolument indispensable pour protéger le peuple de Skypiea. Parce que si Ener voulait se débarrasser des Chandia, ça lui prendrait sérieusement 5 grosses minutes. Il les garde parce qu'ils lui sont utiles. Alors, en voyant tout ça, on pourrait en arriver à la conclusion que si Oda fait un parallèle entre Dieu et le totalitarisme, il essaye de faire une espèce de critique de la religion. En fait, c'est pas aussi simple. Pour comprendre ça, pour essayer de comprendre ça, on va s'intéresser au fameux flashback qui nous conte la rencontre de Norland et le fameux guerrier légendaire Kalgara, qui a eu lieu il y a 400 ans de ça. Oui. Il y a 400 ans, quand Norland et son équipage débarquent sur Jaya, le peuple Chandia fait face à une épidémie de fièvre des bois. Les Chandia, peuple extrêmement pieux, sont persuadés que leur île est touchée par une malédiction divine, et décident d'essayer d'apaiser les dieux serpents en offrant la fille de Kalgara en sacrifice. Là-dessus, Norland débarque, sauve la fille de Kalgara en butant le serpent géant, et il leur gueule dessus en disant que ce qu'ils font est une insulte au progrès et à tous ceux qui se sont sacrifiés pour lui à travers l'histoire. Après moult péripéties, Norland parvient à convaincre Kalgara que les dieux serpents ne sont que des serpents et qu'il faut administrer le remède que connaissent les gens de North Blue, une injection de conine pour sauver les habitants. Là, on pourrait se dire que Kalgara a renié sa religion, donc Oda essaye de nous adresser un message anti-religieux. Sauf que ça serait mal comprendre le propos. Le sujet, en fait, c'est pas la religion, le sujet, c'est la foi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui. En tuant le serpent, Kalgara ne renie pas sa foi. En réalité, il la dirige vers autre chose. Il la dirige vers Norland et il la dirige surtout vers un idéal. Et c'est là que ça devient balèze et très intéressant selon moi. Oda, dans son histoire, ne cherche pas à nous dire de ne pas croire. Il cherche à nous dire de mieux croire. Et là, si c'est vraiment ça, c'est audacieux. Audacieux, jeu de mots, dab. Pouce bleu, mais bien sûr. En fait, il faut pas voir toute la thématique religieuse autour de Dieu premier degré. Il faut voir ça comme une métaphore, une allégorie, tout ce que tu veux. Ouais, j'ai pas très beaucoup de vocabulaire sur les figures de style, mais t'as compris. Dans cette histoire, Dieu, le paradis, tout ça, c'est plus censé représenter un idéal. Et un idéal, c'est censé t'élever. Si ton idéal te maintient dans la peur et l'ignorance, c'est que c'est peut-être pas un idéal en fait. En réalité, on reste dans la thématique abordée dans l'arc Jaya. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas de déterminer s'il faut avoir un rêve ou non, un idéal ou non, mais ici on cherche à définir la valeur de ton idéal, la valeur de ton rêve. Et si ton rêve, ton idéal ne te permet pas de t'élever, mais te maintient dans l'ignorance, la peur et te rend malheureux, alors peut-être que tu t'es trompé d'idéal. Puis même en réfléchissant bien, si Oda voulait vraiment dire aux gens qui lisent son manga de ne pas croire, ça sera en contradiction totale avec tout ce qu'on a eu dans One Piece jusqu'à présent. Oda c'est ça, c'est croyez en vos rêves, c'est ayez la foi, ayez un idéal, ayez un truc qui vous transcende. Ça peut très bien être une religion, ça peut être un objectif de vie, ça peut être plein de choses. Oui. Ener est celui qui pervertit cette foi, cet idéal, en agissant comme un dieu despotique. Wiper aussi pervertit l'idéal de Kalgara en refusant la main tendue par Ganfor. Ganfor a trahi son idéal en n'étant pas capable de faire la paix avec les Chandia et en ne parvenant pas à protéger son peuple d'Ener. Luffy, qui en tant que pirate ne reconnaît ni dieu ni maître, vient rappeler à tous la valeur d'un idéal. Chose intéressante à noter, c'est qu'à la fin du combat entre Luffy et Ener, les habitants de Skypiea se mettent à prier Dieu. Ils ne sont pas en train de s'adresser au dieu cruel et vengeur qu'incarne Ener, mais à l'idée de Dieu, aimant, protecteur qui représente un idéal. Et en faisant de nouveau sonner la cloche d'or, on peut dire en quelque sorte que Luffy remet l'église au milieu du village. Ouais, celle-ci est technique, mais je l'aime bien, oui.
Et il y a aussi tout le conflit autour de l'Averse. L'Averse qui symbolise aussi un idéal, parce que c'est une terre fertile qui offre de nombreux bienfaits à ceux qui en prennent soin et qui vivent dessus. Donc c'est pour ça que le peuple de Skypiea, les Chandia, se foutent sur la gueule. Et finalement, à la fin de l'histoire, les Chandia et les habitants de Skypiea vont être forcés, en tout cas vont accepter de cohabiter sur l'Averse. Ce qui montre aussi qu'un idéal est un bon idéal, quand il peut se partager. Un bon idéal, ça se partage en fait. C'est un peu ça aussi le délire. Oui. Les notions de rêve, d'idéal, de foi, de religion, de trésor se croisent et se mélangent dans cet arc d'une manière tout à fait intéressante et palpitante à décortiquer. Et encore, j'ai pas parlé de tous les symbolismes qu'on pourrait passer des heures à analyser, à expliquer, à chercher à interpréter. Mais sans déconner, j'ai vraiment grave la flemme de faire ça. Mais comme ça, je vais quand même t'en balancer 2-3 vite fait, comme ça tu vois de quoi je veux parler. Oui. Les gardes divins qui sont des hommes chèvres, c'est probablement une ref aux agneaux sacrificiels bibliques. Le serpent géant est probablement une référence au serpent du jardin d'Éden de la Genèse. Le Norland qui a un marron sur la tête, c'est peut-être pour symboliser le fruit de la connaissance qu'il apporte aux Chandia, et plein d'autres trucs du genre, mais qui n'ont pas grande importance dans ce qui m'intéresse personnellement dans cet arc. Oui. Bon, ça c'était pour les choses que j'ai trouvées intéressantes et que j'ai appréciées dans cet arc. Maintenant, on va s'intéresser à pourquoi cet arc est autant décrié. Oui, premièrement, comme je l'ai déjà dit au début, l'arc Skypiea est sans aucun doute l'arc le plus orienté exploration et aventure qu'on a eu jusqu'ici. Oda prend le temps de bien montrer ses personnages et de les laisser s'émerveiller de découvrir chaque aspect de ce monde. Et c'est un super moyen d'étoffer son univers tout en étoffant les relations entre les membres des chapeaux de paille. Ils discutent et plaisantent en permanence, on sent réellement qu'ils sont amis, ça fonctionne. Seulement, pour ce faire, Oda doit sacrifier quelque peu le rythme de son récit. L'exploration et la découverte, ça ne se fait pas en 3 pages, il faut prendre le temps de bien le faire. Donc je peux tout à fait comprendre que certains aient trouvé ces passages-là un peu longués dans cet arc. D'ailleurs, j'ai lu qu'il s'agissait d'une des principales critiques qu'on faisait à l'adaptation animée, que l'arc était beaucoup trop long pour ce qu'il semblait vouloir raconter. Parce que ça, apparemment, en animé, ça dure beaucoup d'épisodes. Et en réalité, je comprendrais tout à fait qu'on fasse le même reproche au manga. Parce qu'en vrai, même dans le manga, il n'y a pas tant que ça de péripéties. Et il y a même plusieurs passages de l'arc où les personnages se contentent d'attendre sagement le prochain événement. Par exemple, tout le passage où l'équipage des chapeaux de paille font du camping pendant que la bataille entre les prélats et les Chandia a commencé. La scène est rigolote, on le voit tester de la bouffe, cueillir des trucs exotiques, ça rigole, ça discute au coin du feu. Mais le truc, c'est clairement, on fera la bagarre demain, viens on profite un petit peu. Alors certes, on balance 2 ou 3 éléments de lore et de flashback pour éclaircir quelques points d'intrigue, mais ça ressemble quand même vachement à du meublage. De plus, cette fameuse scène de camping au clair de lune va nous permettre d'illustrer un autre reproche qu'on pourrait faire à cet arc. Un reproche, un élément qui dénote totalement avec ce qu'on a eu dans One Piece jusqu'ici. Après avoir relu cet arc 3 fois, bon pas 3 fois de suite parce que je suis pas maso non plus, mais bref, j'ai quand même bien relu cet arc, quand on prend un peu de recul sur les événements et sur l'histoire, il se trouve que les éléments les plus intéressants de l'arc ne concernent même pas directement l'équipage de Luffy. Contrairement à l'arc Arlong, l'arc Drum ou l'arc Alabasta, les personnages, les membres de l'équipage des chapeaux de paille ne semblent pas être directement, personnellement impliqués dans les événements qui se déroulent en fait, en tout cas émotionnellement parlant. Le conflit entre les habitants de Skypiea et les Chandia n'a strictement rien à voir avec l'équipage du chapeau de paille. Ils n'y sont pas mêlés, à aucun moment ils prennent part à ça. Et pourtant, ce conflit occupe une très large partie de l'arc. C'est presque le sujet principal, ce conflit. Si on regarde à Alabasta, l'équipage des chapeaux de paille était directement impliqué personnellement parce que leur but était d'aider leur ami Vivi, qui était à l'époque membre de l'équipage et qui est certainement encore membre par intérim, certainement en télétravail, comme tu veux. Leur but, c'était d'aider leur ami. Donc les événements, ils avaient un intérêt personnel, un point d'honneur même, à arrêter ce conflit et à sauver Alabasta. Là, ils ont aucun intérêt à sauver Skypiea, en fait. C'est ce que je veux dire. À Skypiea, ils s'en battent les couilles, ils ne cherchent même pas à vraiment battre Ener à la base.
Tout ce qu'ils veulent, c'est explorer l'île et trouver la cité d'or. Ils ne cherchent pas à établir la paix, ils ne cherchent pas à sauver des gens, ni à battre un méchant. Ils ne sont presque pas concernés par les enjeux des événements. Ils en font partie juste parce qu'ils étaient là à ce moment-là en fait. Alors oui, à la toute fin de l'arc, Oda parvient à habilement faire converger tous les intérêts de tout le monde, pour que la conclusion soit plus ou moins satisfaisante. Mais il faut bien avouer que 80% du temps, quand tu regardes l'arc, tu peux légitimement te poser cette question. Qu'est-ce qu'il branle là, en fait? Ouais. Si on essaye de se placer du point de vue du lecteur lambda, ce parti pris qu'a Oda de raconter des histoires en parallèle qui ne convergent vraiment qu'à la toute fin, peut poser un souci d'implication. Surtout si ça dure longtemps. Si toi ton truc c'est de juste suivre l'équipage du chapeau de paille et ses pérégrinations, eh ben il y a de bonnes chances que tous les passages sur les Shandia et leurs conflits avec les habitants de Skypiea te cassent un petit peu les couilles. Et à l'inverse, si tu trouves que le conflit avec les Shandia et Skypiea est absolument passionnant, il y a des chances que tu trouves tous les passages avec les chapeaux de paille à la limite du hors-sujet. Parce qu'ils sont pas du tout dans le même délire. Du coup, on peut avoir le sentiment, qui n'est pas forcément vérifiable, qui n'est pas forcément véridique, mais on peut avoir le sentiment, on peut avoir l'impression que l'histoire n'avance pas très vite. Parce qu'on se focus sur ce qui t'intéresse de manière alternée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Tu rajoutes à ça les prélats qui font des méchants pas vraiment très marquants et que les chapeaux de paille semblent traverser la map plutôt facilement avant de tomber sur Ener. Pour peu que tu passes à côté du propos, je comprends que certains se soient un peu fait chier dans cet arc. C'est aussi un arc qui pourrait sembler sans réel enjeu pour la quête de Luffy. Alors on verra que ce n'est pas tout à fait le cas, mais on pourrait facilement le croire. Je m'explique. Luffy et son équipage ne sont plus sur Grand Line. Luffy a volontairement dévié de sa quête principale de traverser Grand Line pour trouver le One Piece. Skypiea est littéralement une side quest, si on devait reprendre le vocabulaire vidéoludique. Ok, ils y trouvent un poneglyphe qui indique une arme antique, dont ils s'en foutent, et ils trouvent un mot de Roger. Mais à part filer une info sur le fait que Roger soit déjà venu sur l'île, les événements de Skypiea ne font pas spécialement avancer Luffy dans sa quête de devenir le roi des pirates. À Alabasta, il a quand même rousté un des 7 grands corsaires, et chamboulé quand même un petit peu l'équilibre des forces au niveau mondial. Les événements lui ont clairement fait prendre du galon. L'accomplissement de Luffy dans cet arc est d'ordre purement symbolique. Ener est un parfait inconnu sur la mer Bleue. Battre Ener n'a pas fait spécialement gagner du galon à Luffy. Ener n'était pas vraiment un obstacle dans la quête de Luffy pour devenir roi des pirates. Ener, c'est même pas un pirate en fait. Si on doit faire un bilan de cet arc, les chapeaux de paille reviennent sur la mer Bleue avec masse d'or, des coquillages magiques et un bateau cassé. Donc si on doit reprendre des termes vidéoludiques, les mecs reviennent de l'île Céleste avec du gros loot. Est-ce qu'on n'est pas là sur la définition totale et entière d'une side quest? Complètement. C'est-à-dire que ça fait pas vraiment avancer la trame principale, mais ça te permet d'augmenter tes stats. On est un peu là-dessus. Oui. Alors il est évident que la mythologie des Shandia aura certainement un rôle à jouer plus tard dans le manga, mais si on doit faire un bilan à froid de cet arc, les persos n'ont pas tellement changé et ils ne se sont pas vraiment rapprochés de leur but. L'expression que j'ai le plus souvent lue de la part des détracteurs de cet arc c'est « on dirait un HS ». Et cette critique, en réalité, peut se défendre. Je ne dis pas que je suis forcément d'accord avec ça, mais je comprends tout à fait qu'on puisse penser ça. Oui. L'arc de Skypiea, selon moi, n'est pas un aussi mauvais arc qu'on le dit, je dirais même qu'il n'est pas mauvais du tout, et possède quelques fulgurances vachement stylées. Déjà, les thèmes abordés, comme je l'ai montré dans cette vidéo. Le personnage d'Ener, qui est franchement énervé, tu l'as, et le combat aux dimensions Dragon Ballesque d'Ener versus Luffy, qui est énorme. Et je n'ai pas insisté sur la façon plutôt habile qu'a Oda de jouer avec les registres du conte, du mythe, du religieux. Ceci étant dit, on ne peut que constater qu'il s'agit là d'un arc qui dénote de manière assez nette avec ce que le manga nous a proposé jusqu'ici. L'équipage de Luffy passe au second plan pour permettre à Oda de nous raconter une histoire qui semble lui tenir à cœur. Parce que pour se faire chier à détailler à ce point ce monde et sa mythologie, c'est qu'il voulait forcément en faire quelque chose de ça. Peut-être que dans cet arc, il a simplement planté des graines qui porteront leurs fruits plus tard dans One Piece. On ne sait pas. Oui. Cet arc semble être à la fois une parenthèse dans le voyage de Luffy et un gros morceau du puzzle qu'est One Piece. Le souci du problème, c'est qu'encore aujourd'hui, ce morceau de puzzle a du mal à trouver sa place. Que la passion te guide. Ouais.
Mais de quoi qu'est-ce que ça parle? Petit résumé piqué sur internet comme d'habitude. Ouais. Après l'arc Skypiea, l'équipage du chapeau de paille arrive sur l'île de Longrig Longland, une île où tous les animaux et les plantes sont plus grands et ou plus longs que la normale. Malgré l'avertissement de Nami, Chopper, Usopp et Luffy partent explorer l'île. Ils y découvrent une maison inoccupée, un cheval géant et 2 tiges de bambou immenses qui se déplacent. Ils cassent le bambou et un homme nommé Tonjit tombe du haut de ces tiges de bambou qui étaient en fait des échasses. Tonjit raconte ensuite à Luffy qu'il vivait là-haut depuis 10 ans et qu'il est réjoui que son cheval Shelly l'ait attendu depuis tout ce temps. Il raconte aussi au chapeau de paille que Longrin Longland est composé de 10 îles connectées par un chemin qui ne peut être parcouru qu'à pied qu'une fois par an. La tribu de Tonjit change d'île tous les 3 ans. En attendant, le Vogue Mary et le reste de l'équipage sont encerclés par un équipage pirate anonyme, affirmant que leur capitaine veut jouer à un jeu nommé Davy Backfight avec Luffy. De retour à la maison de Tonjit, Chopper, Usopp et Luffy le regardent s'amuser sur le dos de Shelly après leur retrouvaille, mais la jument se fait soudain tirer dessus par Foxy le renard argenté. Celui-ci propose alors à Luffy une partie de Davy Backfight. Dans ce jeu, les membres de chaque équipage s'affrontent dans différentes épreuves, dans lesquelles le vainqueur de l'épreuve peut voler un membre de l'équipage ennemi, même le capitaine. Le Jolly Roger peut également être pris. Une fois l'équipage du renard argenté vaincu, on apprend que le pirate au chapeau de paille ne combattait que pour Tonjit et Shelly. Revenant à la demeure du vieil homme, il tombe nez à nez avec un homme très grand et mince qui dormait non loin de la maison. Lorsqu'il enlève son masque de sommeil, Robin est choqué de le reconnaître. C'est Aokiji, un amiral de la marine. Aokiji explique qu'il est sur cette île en tant que civil et non en tant que marine, et qu'il ne recherche pas la confrontation, mais veut seulement savoir où Robin est passé après avoir quitté Alabasta. Ensuite, il aide Tonjit à rejoindre sa tribu en gelant la mer afin de lui créer un chemin. Après le départ de Tonjit, Aokiji affronte l'équipage. Pour lui, Robin est la plus grande menace en raison de sa capacité à lire les poneglyphes, et l'amiral apprend à l'équipage que chaque organisation à laquelle appartenait a été réduite en cendres, et qu'elle est la seule survivante à chaque fois. Aokiji gèle Robin et tente de la tuer, mais les chapeaux de paille s'interposent et se prennent une giga branlée. Luffy tente d'affronter l'amiral seul à seul pour permettre à ses compagnons de fuir et se fait congeler en 2-2. Aokiji épargne Luffy en raison de sa victoire face à Crocodile, mais il ne poursuit pas le Vogue Mary indiquant que l'équipage sera tôt ou tard détruit. Luffy et Robin survivent à la décongélation et le reste de l'équipage se remet de ses émotions. Ils prennent conscience que des ennemis très puissants les attendent encore le long de Grand Line et ils vont devoir s'entraîner pour gagner en puissance. En gros, c'est ça l'histoire. Cet arc, bien que globalement très apprécié par les fans de One Piece, est très souvent qualifié de filler officiel. Donc là, je vais rappeler vite fait ce qu'est un filler. Alors un filler, c'est un ou plusieurs épisodes qui sont rajoutés par la production d'un animé qui ne sont pas issus du manga adapté. C'est des épisodes rajoutés par la production pour soit laisser du temps au manga de prendre de l'avance, ou laisser du temps à d'autres équipes d'animation de préparer la suite qui adapte réellement le manga. Bref, il y a plein de raisons possibles pour l'existence d'un ou de plusieurs fillers. On s'en fiche des raisons. Le truc à retenir, c'est que ce sont des épisodes bouche-trou. D'ailleurs, filler, ça veut dire remplisseur. C'est pas un très joli terme, remplisseur. Donc on dit bouche-trou, c'est plus sympa. Quoique tu peux mal le tourner aussi. Oui. L'un des fillers les plus célèbres de l'histoire étant le fameux épisode de Dragon Ball Z où Goku et Piccolo passent le permis de conduire. Mais ce concept n'a aucun sens dans le cas présent vu qu'on parle d'un manga. Donc pourquoi est-ce qu'on considère cet arc comme un filler officiel ? Parce que beaucoup ont l'impression que l'arc Davy Backfight est un arc de remplissage entre Skypiea et Water 7, parce que les enjeux de l'arc paraissent dérisoires et que le ton de l'arc est très orienté humour. On pourrait avoir l'impression qu'il s'agit d'un arc de pause pour permettre au chapeau de paille et à Oda de reprendre leur souffle entre 2 gros arcs. Donc comme c'est du remplissage, c'est un filler, et comme c'est de la main d'Oda, bah c'est officiel. Et j'espère que t'as bien compris que c'est un abus de langage, hein. Cet arc n'est pas du tout un arc filler, hein. C'est un abus de langage pour exprimer une idée, parce que ça n'a pas de sens, c'est issu du manga, donc ça peut pas être un filler, t'as compris? J'espère, je précise qu'on sait jamais des fois, ok? Oui, c'est bon. Et si je suis à peu près d'accord pour dire que cet arc n'est pas spécialement important, en revanche je suis en total désaccord pour dire que cet arc est inutile. Pour le comprendre, il faut d'abord remettre cet arc dans le contexte. On passe la 30aine de tomes, ce qui correspond en temps réel de parution à plusieurs années. Qui plus est, l'équipage du chapeau de paille vient de vivre là ce qui est jusqu'alors l'un de ses plus grands arcs, une de ses plus grandes aventures, Skypiea. Et comme je le disais dans l'épisode de One Pieceology sur Skypiea, durant cet arc, l'équipage au chapeau de paille était quand même pas mal secondaire par rapport aux enjeux entre les Shandia, Ener et les habitants de Skypiea.
De plus, l'aventure en question était assez éloignée de l'objectif principal de Luffy, c'est-à-dire trouver le One Piece. Même si le lore de l'arc fourmille d'indices, c'est pas la question ni le sujet, calme-toi. J'avais fait une métaphore jeu vidéo en disant que Skypiea finalement était une side quest. Donc, au moment où le Vogue Mary retombe, atterrit sur Grand Line, ça remet littéralement l'équipage de Luffy dans le flot. Ils sont prêts à repartir sur une nouvelle quête. Mais en général, quand tu viens de finir une quête, pour rester dans le côté jeu vidéo, avant de t'en lancer une nouvelle, tu fais ton inventaire. Et selon moi, c'est ce qu'Oda fait avec cet arc du Devi Backfight. Alors évidemment, il va en profiter pour raconter une histoire fun, drôle, amusante, rigolote, tout ce que tu veux, sympathique à lire, mais le but principal de cette histoire, c'est de resituer les personnages, les forces, leurs faiblesses, leurs motivations, leur objectif. Et ça, Oda va le faire en utilisant plutôt habilement un trope très utilisé dans les shonen du genre, je parle bien sûr du tournoi. Le Devi Backfight est avant tout un tournoi. Alors certes, c'est un tournoi très différent dans le déroulement et l'ambition qu'on pourrait trouver dans un Tenkaichi Budokai chez Dragon Ball ou dans l'examen Chunin dans Naruto. Ça n'en reste pas moins un tournoi. Et comme je l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, le tournoi, ça reste l'astuce ultime, le moyen ultime dans un shonen pour raconter une histoire à la fois condensée et épurée. C'est un moyen d'aller directement à l'essentiel, le tournoi. Oui. Prenons par exemple la première épreuve, la Donut Race, une course autour de l'île dans laquelle Nami, Robin et Usopp font équipe. Les événements de cette épreuve permettent de resituer les personnages. On nous rappelle les skills de navigatrice de Nami et son intelligence. Ses connaissances lui permettent de prendre l'avantage tout en esquivant les pièges tendus par l'équipage de Foxy. En ce qui concerne Usopp, on nous rappelle son ingéniosité, son sens de la débrouille. Robin montre son calme olympien et sa capacité à commettre des frappes chirurgicales quand le moment est opportun. Et on nous montre qu'elle est capable de s'intégrer à l'équipe. Plus globalement, on nous montre que Nami et Usopp ont un peu trop tendance à se reposer sur les autres. Là, ils doivent s'en sortir seuls. Et si Foxy n'avait pas utilisé son Ramolo Beam, il s'en serait sorti tout seul. Leur défaite cause la capture entre guillemets de Chopper par l'équipage de Foxy, et ce dernier pleurera toutes les larmes de son corps en suppliant Luffy de venir le sauver. Ce qui fait péter un câble à Zoro, qui l'engueule en disant grosso merdo « Arrête de chialer, on a perdu, assume, c'est ça être un pirate, fais confiance en ton capitaine et ton équipage. » Là, Oda nous montre que Zoro est un excellent second qui non seulement soutient les décisions de son capitaine, mais est en plus capable de motiver les troupes. Chopper, après l'engueulade de Zoro, va arrêter de chialer et reprendre confiance. Oda nous montre cette fois que Chopper a gagné en maturité et en détermination. La seconde épreuve, le gros Ring, un espèce de jeu de balle hyper bourrin, va servir cette fois-ci à mettre en avant, à mettre en exergue, comme on dit, les faiblesses de Zoro et Sanji. Leur point faible est évident, ils ne s'entendent pas et sont dans une espèce de compétition chelou dont on ne comprend pas vraiment les raisons d'ailleurs. Ils vont donc devoir apprendre à mettre leur ego de côté et réussir à travailler ensemble, et quand ils y parviennent, ils forment un duo surpuissant. Puis vient le tour de Luffy. Sa rencontre avec l'équipage de Foxy le met également face à ses lacunes. La première, il ne connaît pas vraiment grand chose en culture pirate. Parce que c'est aussi un élément intéressant de cet arc, on nous dévoile des éléments de la culture du folklore pirate. Le Devi Backfight est une tradition pirate. Il est confronté à Foxy, qui lui maîtrise cette culture sur le bout des doigts, et qui en plus magouille et triche comme un pirate est censé le faire. On sent Luffy un peu perdu dans cet arc, mais ça permet aussi de réaffirmer ses forces. Luffy est un bon capitaine, pas parce qu'il connaît la culture pirate, pas parce que c'est un bon magouilleur, mais parce qu'il est prêt à tout pour le bien de son équipage. Selon moi, c'est clairement de ça que parle la dernière épreuve du Devi Backfight. J'en veux pour preuve qu'à un moment donné, à la fin du combat, l'équipage de Foxy se met à acclamer Luffy. Tellement le gars est stylé en tant que capitaine en fait. Oui. Ce qui nous amène à l'apparition de l'amiral Aokiji, qui, en plus de rajouter du mystère autour de Robin et de nous donner un aperçu d'un très haut gradé de la marine, est là pour faire la synthèse des leçons apprises au cours du Devi Backfight. Les chapeaux de paille font front uni autour de Robin malgré les mises en garde et les révélations d'Aokiji. Luffy fait concrètement ce qu'il prétendait être prêt à faire pour ses camarades face à Foxy, en servant de diversion pour que ses compagnons puissent fuir.
Les chapeaux de paille ont pu survivre à ça parce qu'ils ont fait confiance à leur capitaine et qu'ils se sont soutenus mutuellement. Mais ils ont surtout appris la leçon la plus importante de toutes. Il est possible que tout ça ne suffise pas pour traverser Grand Line. Ils se sentaient sûrement invincibles après les événements de Food Alabasta et de Skypiea, mais la rencontre avec Aokiji les a fait descendre littéralement de leur nuage. Mais vu que c'est une grande équipe, cette épreuve ne les rendra que plus forts pour affronter les épreuves innombrables qu'il y a encore sur leur route, notamment lors de leur prochaine étape, Water 7. Mais ça, nous en parlerons la prochaine fois. Abonne-toi, mets la cloche et surtout, que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.